Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir le premier chapitre du cours de biophysique des solutions. Alors, je voudrais faire une remarque, c'est que ce cours a été rédigé par mon collègue Monsieur Shrait. Donc, un grand remerciement à Monsieur Shrait pour avoir rédigé ce cours. Donc, ce qu'on va voir dans ce premier chapitre, on va voir la définition des solutions, leur classification, ensuite quelques exemples de solutions. Et la deuxième partie, c'est on va donner les caractéristiques quantitatives des solutions, parmi lesquelles la fraction molaire, concentration maxique, etc. Donc, on donne d'abord la définition d'une solution. Alors, c'est quoi une solution? Donc, c'est tout mélange homogène en une seule phase de deux ou plusieurs constituants. Le constituant majoritaire est appelé solvant. Les autres constituants de la solution sont appelés solutés. Alors ici, lorsqu'on nous dit mélange homogène en une seule phase. Alors une seule phase, ça ne veut pas dire que le solvant et le soluté, tous les deux doivent être en une seule phase. Non. Ça veut dire que le solvant doit être en une seule phase et chaque soluté doit être en une seule phase aussi. Alors par exemple, si j'ai une solution où le solvant c'est l'eau et le soluté c'est le sel. Donc on voit que l'eau c'est du liquide et le sel il est solide. Donc l'eau doit être, donc toute l'eau doit être liquide par exemple. Je veux pas, il ne doit pas y avoir de partie par exemple liquide et une partie solide. Alors, les deux parties sont de l'eau. Mais ici, elle est homogène selon sa constitution. Mais par rapport aux phases, elle n'est pas homogène. Puisque j'ai une partie solide et une partie liquide. Donc, il faut que le solvant soit en une seule phase. Soit la totalité du solvant doit être ou bien liquide, ou bien solide, ou bien en phase gazeuse. La même chose pour les solutés. Chaque soluté doit avoir une seule phase. Ou bien il doit être liquide, ou bien solide, ou bien gazeux. Alors ici on a quelques remarques sur les solutions. Alors le soluté peut être solide, liquide ou gazeux. Il peut être moléculaire ou ionique. Alors ici, solide, liquide ou gazeux, c'est pas en même temps. Il peut être ou bien solide, ou bien liquide, ou bien gazeux. Ça, c'est pour un seul soluté. Alors c'est la même chose pour le solvant aussi. Il peut être solide, il peut être liquide, et il peut être gazeux. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc ici, nous avons quelques exemples de solutions. Alors à gauche ici, dans cette colonne à gauche, on a l'état physique de toute la solution. Ici, l'état du soluté, l'état du solvant et l'exemple. Donc ici, par exemple, le premier exemple, on a l'air. Alors l'air, c'est une solution qui est constituée principalement ou bien majoritairement d'azote et
aussi une partie non négligeable d'oxygène. Donc on peut considérer l'azote comme solvant et l'oxygène comme soluté. Alors ici, le soluté qui est l'oxygène est dans un état gazeux. Et la même chose pour le solvant qui est l'azote. Par exemple, la vapeur d'eau dans l'air. Alors ici, l'état de la solution, c'est un état gazeux, puisqu'on a de l'air qui contient de la vapeur d'eau. Donc, c'est une solution gazeuse. Alors, le soluté, qui est la vapeur d'eau, il est liquide. Le solvant, qui est l'air, il est dans un état de gazeux. Ensuite, on a la neige carbonique dans l'air. Alors, la neige carbonique, c'est du CO2 sous forme solide. Alors, lorsqu'on le dissout dans l'air, on obtient une solution gazeuse où le soluté, c'est la neige carbonique, donc c'est solide, et le solvant, c'est l'air, donc c'est un gaz. Alors maintenant, on va donner des exemples de solutions liquides. Alors, par exemple, on a de l'oxygène qu'on va dissoudre dans l'eau. Par exemple, l'eau oxygénée. Alors, le solvant, c'est l'eau, il est liquide. Le soluté, c'est l'oxygène, il est gazeux. Mais la solution, elle est liquide. Alors, un autre exemple, c'est lorsqu'on dissout de l'alcool dans de l'eau. Alors, le soluté qui est l'alcool est liquide, le solvant qui est l'eau est liquide, et la solution est liquide. Ensuite, troisième exemple, on a du sucre qu'on dissout dans l'eau. Alors, la solution est liquide, le soluté qui est le sucre est solide, et le solvant qui est l'eau est liquide. Alors, on peut avoir aussi des solutions solides. Alors, par exemple, on parle d'alliage. Alors, les alliages, c'est des mélanges de solides. Alors, on a plusieurs exemples. Par exemple, ici, lorsqu'on dissout de l'hydrogène dans le palladium. Alors, le soluté, c'est l'hydrogène et le solvant, c'est le palladium. Alors, l'hydrogène, c'est un gaz et le palladium est solide. Et la solution, elle est solide. Ensuite, on a le mercure dissous dans l'or. Alors, le soluté, c'est le mercure, il est liquide. Et l'or, qui est le solvant, est solide. Au dernier exemple, on a le carbone dans l'acier. Alors, le solvant, c'est l'acier, est solide. Et le soluté, c'est le carbone, il est aussi solide. Alors, dans notre cours, on va nous intéresser aux solutions liquides, plus spécialement aux solutions aqueuses. Une solution aqueuse, ça veut dire c'est une solution où le solvant, c'est l'eau. Puisque le corps humain est constitué dans sa majorité ou dans sa plus grande partie d'eau. Alors, deuxième remarque, on revient au cours. Deuxième remarque, il existe une limite à la quantité de soluté que le solvant peut dissoudre. Lorsque cette limite est atteinte, on dit que la solution est saturée. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, supposons que j'ai ici 1 litre d'eau dans un récipient. Le tout à la température ambiante, ça veut dire à la température de la pièce. Et ici, j'ai du sel. Alors, la concentration de saturation du sel dans l'eau, c'est 360 grammes par litre. Alors, supposons que je vais prendre
une partie du sel, comme ça, et que je vais dissoudre donc je vais prendre une partie de sel et que je vais dissoudre cette partie-là dans, voilà, ici, supposons que j'ai 1 litre d'eau et que ici je vais dire, alors la limite de saturation, j'ai dit c'est 360 grammes par litre. Alors si je prends par exemple 200 grammes, donc je prends 200 grammes de sel et que je vais dissoudre dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Donc ce sel va se dissoudre dans l'eau. Donc il va se dissoudre complètement dans l'eau et j'aurai une concentration de 200 grammes de sel par litre dans cette solution-là. Alors ensuite, supposons que je vais rajouter, par exemple, 150 grammes. Donc, je vais rajouter 150 grammes de sel. Dans cette solution-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, 150 plus 200 grammes, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien 160. Je vais prendre 160. Donc 160 plus 200, ça me donne 300. Ça va me donner 360 grammes par litre. Donc, j'ai atteint la limite de saturation. Donc ici, cette quantité de sel peut être dissoute. Je n'ai pas dépassé la limite. Je suis juste à la limite de la saturation. Donc, ce sel-là va se dissoudre dans l'eau, comme ça. Donc, le sel, il va se dissoudre dans l'eau. Et la concentration maintenant devient égale à 360 grammes par litre. Maintenant, si je rajoute encore du sel à cette solution-là, si je rajoute du sel, ou bien une nouvelle quantité de sel, donc, si je rajoute encore du sel, qu'est-ce qui va se passer? Alors, déjà, la solution est à la limite. Donc, elle est déjà saturée. Donc, on avait dit que la limite de saturation, c'est 360. Et la solution, elle est à 360 grammes de sel par litre d'eau. Donc, si je rajoute encore du sel, ce sel-là ne va pas se dissoudre dans la solution. Il va se précipiter au fond du récipient. Donc ce sel-là, il ne va pas se dissoudre, mais on va le retrouver au fond du récipient, par exemple, ici. Donc, on dit qu'il va se précipiter. Donc, il va tomber au fond du récipient et il ne va pas se dissoudre dans l'eau parce que
solution-là est déjà saturée. Elle contient la quantité limite de sel qu'elle peut dissoudre. Et alors ça, c'est un exemple. La même chose, alors pour, par exemple, pour le sucre, la limite de saturation, c'est environ 2000 grammes par litre d'eau. Alors ça, c'est pour le sucre dans l'eau. Alors, troisième remarque, si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution aqueuse. Alors, classification des solutions. Alors, on les classifie d'abord selon que les particules du corps dissous sont électriquement neutres ou chargées. Alors, les solutions, donc, on classifie les solutions en solutions neutres et solutions électrolytiques. Les solutions neutres, c'est lorsque le soluté, c'est des molécules neutres qui ne sont pas chargées électriquement. Et les solutions électrolytiques, elles contiennent des solutés sous forme d'ions chargés. Ils peuvent être chargés positivement ou négativement, ou bien les deux types d'ions. Alors ensuite, alors par exemple, comme exemple de solution neutre, on a le sucre qui est dissous dans l'eau, par exemple. Ça va nous donner une solution neutre, puisque le sucre, c'est une molécule neutre. Alors, par exemple, comme solution électrolytique, on a le sel. Le sel, lorsqu'il est dissous dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le sel, lui, la molécule de sel, donc c'est le NaCl. Donc, le sel, on sait que le sel, c'est du NaCl. Cette molécule, elle est neutre. Mais cette molécule-là, lorsqu'elle est dissoute dans de l'eau, elle peut se dissocier. Et donc, elle va nous donner, cette molécule-là, elle va donner des ions positifs de Na+, et des ions négatifs de Cl-. Et donc, j'aurai ici du Na+, et des ions de Cl-. Donc, ça va me donner une solution électrolytique, puisqu'elle contient des solutés chargés électriquement. Alors, l'autre type de classification des solutions, c'est selon la taille des particules. Alors, il y a les cristalloïdes, ou bien on les appelle aussi les solutions micromoléculaires, lorsque la taille des molécules du soluté sont faibles, et les solutions macromoléculaires, ou bien colloïdes. Elles contiennent entre 1000 et 1 milliard d'atomes. Alors, quelques exemples de solutions. On a le sérum physiologique à 0,9%. Il contient, pour 100 ml d'eau, il contient 0,9 g de NaCl. Le sérum salé hypertonique à 7,5%. Donc, il va contenir 7,5 g de NaCl. Sérum glucosé hypotonique à 2,5%. Il contient 2,5 g de glucose, etc. On a enfin le bicarbonate de sodium à 1,4%. Il contient 1,4 g de bicarbonate de sodium. Alors maintenant, on va voir les caractéristiques quantitatives des solutions. On commence par la fraction molaire. Alors, c'est quoi sa définition?
Donc la fraction molaire Fi d'un constituant I est égale au rapport, alors ici un constituant d'une solution. Un constituant I d'une certaine solution est égal au rapport du nombre de moles Ni de ce constituant sur le nombre total, N total de moles de la solution. Donc, Fi est égal à Ni sur N total. Alors, Ni, alors supposons que j'ai par exemple une solution aqueuse qui contient du sel et du sucre, par exemple. Alors, la fraction molaire du sel, c'est le nombre de moles du sel divisé par le nombre total de moles de tous les constituants de la solution. Alors, les constituants de la solution, ce sont quoi dans notre cas? C'est le sel, le sucre et l'eau. Donc, on rajoute aussi le solvant. Donc, tous les solutés plus le solvant. Ça va nous donner un total. Alors, remarque, la somme des fractions molaires de tous les constituants d'une solution est égale à l'unité. Donc, c'est normal. Alors, ici, constituant, ça veut dire soluté plus solvant. Pas uniquement tous les solutés. Non. Tous les solutés plus le solvant. Et donc, si on fait la somme de toutes les fractions de tous les constituants, on va obtenir 1, ou bien 100%. Alors ici, on a un exemple. Déterminer la fraction molaire du soluté, puis celle du solvant, dans le sérum glucosé à 5%. Alors, sérum glucosé à 5%, ça veut dire que pour 100 grammes, ou bien 100 millilitres d'eau, on a 5 grammes de glucose. Donc la composition de la solution est 5 grammes de glucose, qui est le soluté, et 100 millilitres d'eau, qui est le solvant. Alors, on veut calculer d'abord la fraction molaire du glucose. Alors, la fraction molaire du glucose, c'est le nombre de moles de glucose divisé par le nombre total de moles du glucose et de l'eau. Alors, pour calculer le nombre de moles du glucose, qu'est-ce qu'on fait? On divise la masse du glucose par la masse molaire du glucose. Donc, le nombre de moles du glucose. Alors, la masse du glucose, c'est 5 grammes. Et la masse molaire du glucose, c'est 180 grammes par mol. Donc, on va obtenir 0,027 mol pour le glucose. Pour l'eau, pour trouver le nombre de moles d'eau, on doit diviser la masse de l'eau par la masse molaire de l'eau. Alors, ici, on n'a pas la masse de l'eau, on a son volume uniquement. Alors, on sait que 1 millilitre d'eau a une masse de 1 gramme. Ici, j'ai 100 millilitres d'eau. Donc, la masse de l'eau, c'est 100 grammes, puisque j'ai 100 millilitres. Et donc, le nombre de moles d'eau, c'est 100 grammes divisé par la masse molaire de l'eau qui est, dans la masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par mol. Donc 100 par 18, ça me donne 5,55 mol. Alors maintenant, la fraction molaire. Alors là, on commence par celle du glucose. Donc, c'est le nombre de moles de glucose divisé par la somme des moles de l'eau et du glucose. Donc, là ici, ça n'a pas été donné en détail, donc je peux écrire en détail.
Alors, le nombre de moles du glucose, on l'a calculé, c'est 0,027. Pour le nombre de moles d'eau, c'est 5,555. Et le nombre de moles de glucose, c'est toujours 0 plus 0,027. En faisant ce calcul-là, on va obtenir 0,0048. Ou bien, c'est 0,48%. Alors, on fait la même chose pour l'eau. La fraction molaire de l'eau, c'est le nombre de moles d'eau sur le nombre total de moles de tous les constituants de la solution. Donc, toujours la même méthode. Donc, alors le nombre de moles d'eau, on a dit c'est 5,55. Donc, c'est 5,555 divisé par 5,555 plus N du glucose, donc c'est 0,027. On va obtenir 0. Donc on va obtenir ce résultat, 0,9952 ou bien 99,52%. Donc ça, c'est la fraction molaire du glucose et ça, c'est la fraction molaire de l'eau, qui sont les seuls constituants de cette solution-là. Alors si on fait la somme, on va vérifier. Normalement, on doit avoir 1. Donc, F du glucose plus F de l'eau, donc est égal à 0,0048 plus 0,9952. On va obtenir 1. Ou bien si on travaille avec les pourcentages, on a 0,48% plus 99,52%. On va obtenir 100%. Alors maintenant, on va parler de concentration molaire. Alors sa définition, alors la concentration molaire, c'est M, ou bien on l'appelle aussi molarité, pour un soluté donné. Alors ici, lorsqu'on parle de concentration molaire, ou bien de molarité, ça concerne les solutés. On ne peut pas parler de concentration molaire pour le solvant, comme dans les fractions molaires. Ici, non. Les concentrations molaires concernent uniquement les solutés. Donc, c'est le nombre de moles du soluté par unité de volume de solution. Donc, Cm est égal à N1 sur V. N1 désigne le nombre de moles du soluté exprimé en mol ou bien dans une autre unité. Ça peut être millimol, etc. Et V désigne le volume de la solution. Alors d'habitude, les unités utilisées généralement pour la molarité ou bien pour la concentration molaire, c'est mol par litre ou bien millimol par litre. On peut avoir mol par mètre cube, etc. Mais en général, on utilise mol par litre ou bien millimol par litre. Il y a quelques remarques, ou bien 2 remarques. La première, une solution est dite molaire lorsque sa concentration molaire est égale à 1 mol par litre. Donc si on me dit qu'on a une solution molaire, directement je dis que la concentration molaire de cette solution, c'est 1 mol par litre. Alors elle est dite décimolaire lorsque
sa concentration molaire est égale à 0,1 ou bien 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors, exemple, nous avons 2 litres d'une solution aqueuse contenant une masse M égale à 17,55 g de NaCl, de masse molaire, c'est-à-dire la masse molaire du NaCl le seul, elle est égale à 58,5 g par mol. Calculer la molarité de la solution. Alors déjà, on nous dit solution aqueuse. Ça veut dire que le solvant, c'est l'eau. Ensuite, 2 litres de cette solution aqueuse. Ça veut dire que le volume, donc déjà j'ai le solvant, c'est l'eau, puisque c'est une solution aqueuse. Et le volume de cette solution, c'est 2 litres. Donc ça, c'est la masse molaire du NaCl, 58,5 g. Calculer la molarité de la solution. Alors ici, puisqu'il n'y a qu'un seul soluté, on peut parler de molarité de la solution, qui représente la molarité du NaCl. Donc le nombre total de moles, donc pour trouver la molarité, il me faut le nombre de moles de NaCl. Donc N, c'est la masse du NaCl, divisé par la masse molaire du NaCl. Donc c'est 17,55 sur 58,5, on obtient 0,3 mol. Le volume de la solution, on a dit, c'est 2 litres. Ensuite, la molarité de cette solution, c'est M, ou bien molarité du NaCl, c'est N sur V, donc 0,3 sur 2. On obtient 0,15 mol par litre. Alors, si on veut le résultat en mol par mètre cube, on multiplie par 10 puissance 3. Alors maintenant, on passe à la concentration massique. Alors sa définition, donc concentration massique ou bien CP, on l'appelle aussi concentration pondérale. Alors c'est la masse du soluté dans une unité de volume de solution. Donc CP, c'est ici on ne met pas le nombre de moles comme dans la concentration molaire. Ici on met la masse du soluté, M1, sur le volume de la solution. Donc M1 désigne la masse du soluté. Alors ça peut être en grammes ou bien dans n'importe quelle autre unité. Ce n'est pas nécessairement des grammes. Et V désigne le volume de la solution. Ça peut être aussi dans n'importe quelle autre unité. Ça peut être des litres, des mètres cubes, etc. Alors en général, on utilise grammes par litre. Mais ça peut être n'importe quelle unité de masse par n'importe quelle unité de volume. Donc je peux avoir des grammes par mètre cube, des kilogrammes par mètre cube, des milligrammes par litre, des milligrammes par centilitre, etc. L'essentiel, c'est des masses par une masse par un volume. Alors ici, on va donner la relation entre la concentration pondérale ou bien massique et la concentration molaire. Alors on sait que la concentration pondérale, c'est M1 sur V. Alors ça, c'est V. Hein? Et la concentration molaire, c'est N1, le nombre de moles par V. Alors si je divise Cp par Cm, donc si je fais 100, Cp par Cm,
je vais avoir M1 par V, le tout divisé par N1 par V. Donc, en simplifiant, V va s'éliminer des deux côtés. Donc, il va me rester M1 sur N1. M1 sur N1. Cp sur Cm est égal à M1 sur N1. M1, c'est la masse du soluté et N1, c'est le nombre de moles de ce soluté. Donc, ça correspond à la masse molaire de ce soluté. Donc, on peut écrire que Cp, la concentration pondérale d'un soluté, est égale à sa masse molaire. Donc, est égale à sa masse molaire multipliée par sa concentration molaire. Alors, ensuite, nous avons la concentration, un autre type de concentration, c'est la concentration molale. Sa définition, alors son symbole c'est Cl, on l'appelle aussi molalité. Alors, c'est le nombre de moles du soluté par unité de masse du solvant. Donc, c'est le nombre de moles du soluté N1 divisé par M0. M0, c'est la masse du solvant. Alors, son unité, en général, c'est mol par kilogramme. On peut avoir millimol par gramme, millimol par kilogramme, etc. L'essentiel, quantité de matière en mol, millimol, etc. par masse, gramme, kilogramme, milligrammes, etc. Alors maintenant, on va parler de la concentration osmolaire. Alors la concentration osmolaire, on l'utilise pour caractériser surtout les solutions électrolytiques. Alors, considérons une solution électrolytique contenant un seul soluté à la concentration molaire Cm. Soit nu, ici ce n'est pas V, c'est nu. Donc, c'est nu. Soit nu le nombre d'ions fournis par la dissociation d'une seule molécule de soluté. Alors, comme exemple, on a le NaCl. Lorsqu'il se dissocie, la molécule de NaCl, lorsqu'elle se dissocie, elle me donne un ion Na+, et un ion Cl-. Donc, ça me donne 2 ions. Donc, je dis que nu, dans ce cas-là, est égal à 2, puisque cette molécule m'a donné 2 ions. Alors, supposons que le soluté, c'est du CaCl2. Alors, cette molécule, lorsqu'elle se dissocie complètement, elle va me donner un ion Ca++, plus 2 ions Cl-. Donc, en totalité, j'ai 1 plus 2 égale à 3 ions. Donc, nu dans ce cas est égal à 3. Donc, ça, nu, me donne le nombre d'ions fournis par la dissociation, ou bien produits lors de la dissociation d'une seule molécule de soluté. Alors, maintenant, on va parler de alpha. Alpha, ce n'est pas A, c'est alpha. Alpha, le degré de dissociation du soluté dans le solvant considéré. Alors, alpha
c'est le nombre de molécules dissociées divisé par le nombre total de ces molécules. Alors, supposons qu'au début, j'ai, par exemple, dans une solution, j'ai, par exemple, 100 molécules, par exemple, 100 molécules de NaCl, par exemple. Alors, parmi ces 100 molécules, par exemple, 40 molécules se sont dissociées. Et qui ont donné, chacune d'elles a donné un ion Na+, et un ion Cl-. Donc, dans ce cas, on dit que le degré de dissociation alpha, c'est le nombre de molécules dissociées, c'est 40, par le nombre de molécules initiales de NaCl, c'est 100. Donc, j'obtiens alpha égale à 0,4 ou bien 40%. Alors, ici, il y a deux remarques. La première, si alpha est inférieur à 1, la dissociation est partielle. Ça veut dire que ce ne sont pas toutes les molécules qui se sont dissociées. C'est normal. Par exemple, dans l'exemple précédent, il y avait uniquement 40. Dans cet exemple que j'avais donné, dans cet exemple, sur 100 molécules, 40 uniquement se sont dissociées. Donc, ce ne sont pas toutes les molécules qui se sont dissociées. Donc, dans ce cas-là, on dit que la dissociation est partielle. Et alpha, c'est 0,4. Il est inférieur à 1. Alors, supposons que dans ce cas-là, 100 molécules se sont dissociées. Alors, dans ce cas, alpha, ça sera 100 divisé par 100. Donc, on va obtenir 1. Donc, on va obtenir alpha égale à 1 ou bien 100%. Donc, ici, alpha est égal à 1. Ça veut dire que dans ce cas, la dissociation est totale. Donc, si alpha est inférieur à 1, la dissociation est partielle. Et la solution contient des ions et des molécules non dissociées. Donc, on revient toujours à notre exercice précédent. Enfin, notre exemple précédent. Donc, supposons qu'on revient à notre valeur précédente, c'est 40. Donc, on revient à notre exemple, 40 molécules dissociées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 40 molécules vont me donner elles vont me donner 40 ions Na+, plus 40 ions Cl-,
Et il va me rester 60, donc 100 moins 40, il va me rester 60 molécules non dissociées, qui ne se sont pas dissociées. Donc plus 60, NaCl. Donc dans cette solution-là, j'ai des ions plus des molécules. Par contre, si par exemple 100% des molécules ont été dissociées, là, j'aurai 100 Cl-, 100 Na+, et 0 NaCl. J'aurai aucune molécule. Je n'aurai que des ions, si la totalité des molécules a été dissociée. Alors maintenant, calculons le nombre de moles particulaires. Ça veut dire, alors ici, particulaire ou bien particules. On désigne avec ce terme toutes les particules qui se trouvent dans la solution. Les particules de solvant, de soluté qui se trouvent dans la solution. Alors, par exemple, dans l'exemple précédent, toujours dans cet exemple, donc si j'ai 40 molécules dissociées, ça va me donner, comme on l'a dit, 40 Na+, plus 40 Cl-, plus 60 NaCl. Donc ici, NaCl, Cl-, Na+, alors tout ça, on les appelle des particules. Alors les Na+, et Cl-, c'est des ions. Le NaCl, c'est des molécules. Mais NaCl, Cl-, Na+, tout ça, on les considère comme des particules. Donc, combien de particules j'ai ici? J'ai 60 plus 40 plus 40, ça va me donner 140 particules. Alors maintenant, si par exemple, si on calcule le nombre de moles particulaires, alors particules, on a dit, c'est molécules et ions, par litre de solution, noté oméga. Alors dans ce cas, le nombre de moles par unité de volume du soluté dissocié, c'est alpha fois Cm. Et le nombre de moles par unité de volume d'ion dans la solution, c'est nu fois alpha fois Cm. Et enfin, le nombre de moles du soluté non dissocié, c'est Cm moins alpha Cm. Alors, je vais vous donner un exemple.
Alors, on va toujours prendre une solution de sel. Donc ici, supposons que j'ai de l'eau. Enfin, en blanc, c'est de l'eau. Et ici, en rouge, c'est le sodium. C'est les ions de sodium. En vert, c'est le Cl-. Et donc, ça, c'est la molécule NaCl. Donc, supposons que ça représente une molécule de NaCl. Donc, j'ai environ, donc ça, c'est 1 litre. Le volume, c'est 1 litre d'eau. Donc, j'ai 10 molécules de NaCl. Alors, supposons que 40% de ces molécules vont se dissocier. Donc, sur 10, ça veut dire 40% de 10, ça veut dire 4. Donc, 4 molécules vont se dissocier. Comme ça. Donc, j'ai 4 molécules qui se sont dissociées. Ça veut dire, alors si je prends par exemple, si je veux calculer les particules. Alors, les particules, on a dit, c'est les ions et les molécules. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça veut dire que j'ai 14 particules. Alors avant, j'avais une concentration molaire, de 10 molécules par litre. Après dissociation, et si je parle uniquement des particules, donc, j'aurai 14 particules par litre. Alors, 14 particules par litre, ça représente ce qu'on appelle l'osmolarité de cette solution. Alors, si je veux l'osmolarité du Na+, qu'est-ce que j'ai? Alors, le Na+, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai 4 particules par litre. L'osmolarité du Cl-, c'est la même chose. 1, 2, 3 et 4. Donc, comment est-ce qu'on va calculer? Comment est-ce qu'on va traduire tout cela mathématiquement? Donc, le nombre de moles par unité de volume du soluté dissocié, c'est alpha Cm. Donc, par exemple, dans l'exemple précédent, on avait alpha, on avait dit, c'était 4 qui se sont dissociés par 10. Donc, c'est 0,4. Donc, alpha multiplié par Cm, donc j'ai 0,4 fois 10, j'obtiens 4 molécules qui se sont dissociées.
Ensuite, le nombre de moles par unité de volume d'ion dans la solution. C'est nu fois alpha fois Cm. Donc, pour le NaCl, qui donne Na plus Cl moins, ça veut dire 2 ions, ça veut dire nu est égal à 2. Et donc, le nombre de moles par unité de volume d'ion, uniquement les ions, ça sera nu fois alpha fois Cm. Donc, ça sera 2 fois alpha 0,4 fois Cm, c'est 10. Donc, j'aurai 8 ions par litre. Alors, ce n'est pas des moles. Hein. Normalement, on parle avec des moles, mais dans notre exemple, c'est des ions, 8. Donc, c'est ce qu'on a trouvé précédemment. Ici, on avait dit, on a 4 ions de Na+, et 4 ions de Cl-. Donc 4 plus 4, ça me donne 8 ions. Alors si je veux toutes les particules, que ce soit des ions ou bien des molécules, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 Na+, 4 Cl-, et 6 NaCl. Ici, NaCl, ça me donne, comme on l'a dit, 14 particules. Donc, on va voir ici comment est-ce qu'on va calculer. Alors, le nombre de moles du soluté, alors ici, les non dissociés. Hein. Le nombre de moles du soluté non dissocié, ça veut dire les molécules de NaCl, par exemple, qui n'ont pas été dissociées, c'est Cm moins alpha Cm. Alors, Cm, on avait dit 10. Alpha Cm, c'est 4. Donc, le nombre de moles de NaCl qui n'ont pas été dissociés, donc, Cm moins alpha Cm, donc c'est 10 moins 4, ça me donne 6. C'est ce qu'on avait trouvé ici. J'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 molécules qui n'ont pas été dissociées. Alors maintenant, on nous donne la définition de ce qu'est la concentration osmolaire. On définit la concentration molaire particulière, alors on dit molaire particulière, ou bien osmolarité, ou bien concentration osmolaire, oméga, comme étant le nombre de moles particulières, ça veut dire molécules et ions. Ce n'est pas seulement les molécules et pas seulement les ions. Molécules et ions, dissoutes par unité de volume de solution. Alors, pour trouver cette concentration, elle est égale à Cm fois 1 plus alpha fois nu moins 1. Donc, comment est-ce qu'on a trouvé oméga? On revient ici. Donc, on avait trouvé le nombre d'ions, c'est 8. Alors, ça, c'est les ions. On avait trouvé les ions Na plus et Cl moins, 8. Les molécules NaCl, on a trouvé 6.
Alors, si on fait la somme du nombre d'ions avec le nombre de molécules, on aura 8 plus 6 égale à 14. Ou bien on va l'écrire d'abord, c'est nu plus alpha Cm. Donc ça c'est oméga, est égal à nu plus alpha Cm plus Cm moins alpha Cm. Alors ça c'est fois nu fois alpha Cm plus Cm moins alpha Cm. Donc tout ça, on peut l'écrire. On peut sortir Cm comme facteur commun. Donc c'est 1. On peut mettre un plus ici. Nu fois alpha moins alpha. Ou bien on peut l'écrire comme ça. Donc oméga est égal à Cm fois 1 plus alpha fois nu moins 1. Donc ça me donne le nombre de particules par unité de volume. C'est ce qui est donné ici. Donc oméga, c'est Cm fois 1 plus alpha fois nu moins 1. Donc ça me donne le nombre de particules par unité de volume de solution. Alors son unité, c'est ou bien osmol par litre ou bien milli-osmol par litre. Donc si ici, pour Cm, la concentration molaire, je prends des moles par litre, je vais obtenir oméga en osmol par litre. Si je prends ici pour Cm millimol, donc ici j'aurai milli-osmol par litre. Alors ce facteur-là, on l'écrit en I, et donc on aura oméga égale à I fois Cm. Alors ce facteur I, ou bien ce coefficient, il est appelé coefficient d'ionisation de Van 't Hoff. Il est défini comme le rapport entre le nombre de particules, molécules et ions, et le nombre total initial de molécules introduites dans le solvant. Ça veut dire que I est égal à oméga sur Cm. C'est le rapport entre le nombre de particules et le nombre de molécules initiales avant dissociation. Alors, première remarque, pour une solution contenant un soluté non électrolytique, neutre, ça veut dire uniquement des molécules qui ne se sont pas dissociées, on aura oméga de la solution égale à Cm. Donc, on revient ici. On a oméga, c'est Cm fois 1 plus alpha fois nu moins 1. Alors, si toutes les molécules ne se sont pas dissociées, ça veut dire que alpha, c'est 0. Et donc, oméga est égal à Cm. Remarque 2. Pour une solution contenant plusieurs solutés, supposons qu'on a une solution dans laquelle on a aqueuse, dans laquelle on a dissous du sel plus du glucose, par exemple. Alors, l'osmolarité de la solution est égale à la somme des concentrations osmolaires de tous les solutés. Donc, ça veut dire que oméga de cette solution, donc si j'ai une solution aqueuse dans laquelle, le solvant, par exemple, c'est l'eau. Soluté numéro 1,
c'est du glucose par exemple. Et soluté numéro 2, c'est du sel. Alors dans ce cas, l'osmolarité de la solution est égale à l'osmolarité du glucose plus l'osmolarité du sel. Donc c'est la somme. Si j'ai 3, je fais la somme des 3 solutés. Si j'en ai 10, je fais la somme des 10 osmolarités. Alors maintenant on passe à la concentration équivalente. D'abord on donne la définition du Faraday. Alors le Faraday c'est quoi? Donc c'est la charge globale d'une mole de charges élémentaires, charge électrique élémentaire. Donc 1 Faraday est égal au nombre d'Avogadro multiplié par la charge électrique élémentaire E. Donc je répète, le Faraday, son symbole c'est F, donc c'est la charge globale d'une mole de charge électrique élémentaire. Donc un Faraday
est égal au nombre d'Avogadro multiplié par la charge électrique élémentaire E. Donc c'est 6,02 fois 10 puissance 23 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc on obtient 96 500 coulombs. Donc 1 Faraday est égal à 96 500 coulombs. Alors ça c'est pour le Faraday. Ensuite, on va définir l'équivalent. Alors l'équivalent représente la quantité de matière transportant une charge électrique égale à 1 Faraday. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Alors, supposons qu'on va parler de personnes et de transport de personnes. Alors, supposons que 1 Faraday est égal à 100 personnes. Alors, en réalité, on a dit 1 Faraday, c'est 96 500 coulombs. Alors, ici, on ne va pas parler de charge électrique, mais de personnes. Donc, dans notre exemple, on va mettre 1 Faraday égale à 100 personnes. Alors, on est en train de parler de transport. Donc, qu'est-ce qui transporte les personnes? C'est, par exemple, les voitures ou bien, par exemple, les autocars. Alors, on sait qu'une voiture, en général, elle contient 5 places. Et l'autocar, c'est environ 50 places. Donc, pour transporter 100 personnes, il me faut 100 par 5 égale à 20 voitures. Alors, ces 20 voitures, c'est l'équivalent. Ça veut dire qu'un équivalent, c'est le nombre. Alors, dans le cours, en réalité, un équivalent, c'est la quantité de matière qui transporte un Faraday. C'est bon? Alors, dans notre exemple, on va prendre un équivalent. C'est la quantité de véhicules pour transporter un Faraday, ça veut dire 100 personnes. Donc, dans notre exemple, un équivalent, c'est 100 divisé par 5. Alors, dans le cas des voitures, donc 100 sur 5, ça veut dire 20 voitures. Donc, dans le cas des voitures, il me faut 20 voitures pour avoir un équivalent. Alors, si j'ai par exemple des autocars, on sait qu'un autocar possède 50 places. Donc, un équivalent en autocar, c'est 100 divisé par 50. Ça veut dire 2 autocars. 2 autocars. Donc, si je parle d'autocar, un équivalent est égal à 2 autocars. Si je parle de voiture, un équivalent, c'est 20 voitures. Alors, 20 voitures ou bien 2 autocars, ils transportent tous un Faraday de personnes, ça veut dire 100 personnes. Alors, supposons que j'ai 2 entreprises de transport de voyageurs. Alors, la première entreprise possède 30 voitures. Et la deuxième entreprise possède 8 autobus ou bien autocars. Alors, si je vous demande combien d'équivalents possède cette entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'elle a des voitures, donc un équivalent de voitures, c'est 20. C'est 20 voitures. Donc, je vais dire
que cette entreprise possède donc le nombre d'équivalents, c'est 30 par 20, puisqu'un équivalent c'est 20 voitures. Donc j'aurai 1,5 équivalent. Donc je peux dire que cette entreprise possède 1,5 équivalent de voitures. Ou bien je peux dire aussi qu'elle possède 30 voitures. Alors pour la deuxième entreprise qui possède 8 autobus, je peux calculer le nombre d'équivalents qu'elle possède. Donc, on a le nombre d'autobus, c'est 8. Et un équivalent d'autobus, c'est 2. Donc, 8 sur 2, j'ai 4 équivalents. Donc, cette entreprise-là a 4 équivalents d'autobus. Alors, si on revient aux solutés, etc., ions, molécules, etc., donc ici, alors supposons que j'ai deux types d'ions, par exemple. Donc j'ai des Na plus et des GCa plus plus. Alors pour avoir un Faraday à l'aide, pour avoir une charge électrique égale à 1 Faraday à l'aide des ions Na+, alors puisqu'un ion Na+ a une charge égale à 1E. Donc il me faut une mole de Na+, ça veut dire le nombre d'Avogadro de Na+, ou bien une mole, pour avoir la charge qui est égale à 96 500. Donc, un équivalent de Na+, un équivalent de Na+, est égal à une mole. Par contre, ici, le Ca++, alors la charge d'un ion Ca++, c'est 2E. Donc, si j'ai par exemple, alors si je veux une charge égale à Na fois E, il me faudra Na sur 2 ions de Ca++. Ça veut dire qu'il me faudra Na sur 2, ça veut dire une demi-mole de Ca++. Donc, un équivalent de Ca++, c'est une demi-mole. Alors maintenant, on va parler de la concentration équivalente. Alors, c'est le nombre d'équivalents par unité de volume de solution. Donc, c'est équivalent, c'est 1 le nombre d'équivalents par unité de volume. Donc, on va voir un exemple à la fin. Donc, un équivalent désigne le nombre d'équivalents dans la solution et V désigne le volume de la solution. Alors, l'unité de la concentration équivalente, c'est équivalent par litre ou bien milli-équivalent par litre. Alors, la relation entre concentration équivalente et concentration molaire ou bien molarité, on peut l'écrire sous cette forme-là. Alors, la concentration équivalente d'une espèce ionique de valence Z, alors la valence, c'est le nombre de charges électriques que dans cet ion. Et de la molarité C1 est donnée par C équivalente égale à Z fois C1. Alors, les ions monovalents, pour des ions monovalents, ça veut dire avec une charge électrique E, C équivalente est égale à C1. Ça veut dire que dans ce cas, Z est égal à 1.
Alors, bivalent, donc Z est égal à 2, donc C équivalente est égal à 2C1. Et les molécules non ionisées neutres, donc leur charge, c'est 0. Et donc Z, c'est 0. Et donc C équivalente est égal à 0. Alors, remarque, pour une solution contenant plusieurs espèces ioniques, la concentration équivalente totale est la somme des concentrations équivalentes de toutes les espèces ioniques. Donc, toujours on vient à l'exemple, par exemple, du NaCl. Donc, si j'ai du NaCl qui donne du Na plus Cl moins, la concentration équivalente de la solution, c'est la concentration équivalente du Na plus la concentration équivalente du Cl-. Donc, c'est la somme de tous les ions, des concentrations équivalentes de tous les ions. Alors, un autre exemple, on considère une solution de Na2SO4 obtenue après dissolution d'une masse M égale à 14,2 g de cristaux de Na2SO4 dans 1 litre d'eau. Calculer la concentration équivalente de cette solution. Alors, la masse molaire du Na2SO4, c'est 142 g par mol. Alors, d'abord, on calcule la molarité Cm de cette solution. Donc, c'est M la masse sur la masse molaire. Donc, 14,2 sur 142, c'est 0,1 mol ou bien 100 millimoles par litre. Alors, le Na2SO2, lorsqu'il se dissocie, il nous donne 2Na plus SO4 moins 2. Alors, concentration molaire de Na+, c'est 2 fois la concentration molaire du Na2SO4, puisqu'une molécule de Na2SO4 me donne 2 ions de Na+. Donc, c'est le double. Donc, 2 fois 100, j'obtiens 200 millimoles par litre. Alors, la valence, ou bien la charge électrique de Na+, c'est 1E. Donc, sa valence Z est égale à plus 1. Et donc, la concentration équivalente du Na+, c'est Z multiplié par Cm. Donc, c'est 1 multiplié par 200. On obtient 200 milli équivalent par litre. Alors, pour le SO4 de moins, il a la même concentration molaire que le Na2SO4, et donc, sa concentration molaire, elle est égale à 100 millimoles, puisque une molécule de Na2SO4 me donne un ion SO4 de moins. Donc, c'est la même concentration molaire, c'est 100 millimoles par litre. Alors, Z pour SO4 de moins, c'est 2, puisque ça me donne 2 charges électriques élémentaires. Donc, Z, c'est moins 2. Et donc, si je multiplie Z, la valeur absolue de Z par Cm, donc 2 fois 100, j'obtiens 200 milli équivalent par litre. Alors, ça, c'est pour le SO4 de moins. Alors, la concentration équivalente de la solution, c'est la somme des concentrations équivalentes. Donc, on a la concentration équivalente de la solution, c'est la concentration équivalente de Na+, plus concentration équivalente de SO4 de moins. Donc, c'est 200 plus 200. On obtient à la fin 400 000
milli-équivalent par un litre. Alors, ce premier chapitre est terminé. On se verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors, toujours, si vous avez des questions, envoyez-les par email.